Donc nous allons maintenant laisser la parole à Martine et Claude. C'est ça, Martine? On va commencer par regarder des petites vidéos parce que il y a des grandes vidéos sur le site, mais comme ça va vous faire un résumé de notre combat. Donc c'est plus facile. C'est plus facile par regarder d'abord les vidéos. Il fonctionne le micro? Oui. Je vous emmène tous à Marignane où j'ai rencontré Martine Denette qui depuis 19 ans se bat avec son mari Claudio contre la dérive de la grande distribution, enfin les dérives devrais-je dire, des dérives qui sont en termes de construction et d'appropriation de mètres carrés de manière illégale et des dérives qui ne respectent pas les normes écologiques. Voilà, alors la conséquence de tout ça, c'est qu'effectivement, Alexandre le disait tout à l'heure, les petits commerçants tentent à disparaître. Il en va du commerce de proximité, de l'artisanat, mais aussi de l'agriculture hexagonale et l'agriculture régionale. Alors pour vous donner juste 2-3 chiffres, il y avait en 2009 1078 hypermarchés ou centres commerciaux en France, et entre 2010 et 2014, il y en aura 142 qui se sont construits, ce qui représente une surface de construction de 260 000 mètres carrés chaque année, sans vraiment d'autorisation. Alors donc cette extension était évidemment au détriment du commerce de proximité. Qu'est-ce qu'elle faisait cette Martine Denette? Elle était commerçante et elle s'est mise à enquêter suite à un différend avec le centre commercial dans lequel elle avait son commerce. Elle s'est mise à enquêter et je vous emmène en image découvrir ce qu'elle a découvert. Il vaut mieux, je crois. Merci. Au revoir. Cette femme et cet homme sont les chevaliers d'un nouveau genre. Ils partent en guerre contre les dérives de la grande distribution. Ce combat commence en 1985 alors que Martine Denette dirige une boutique franchisée de laine dans un centre commercial. En plein succès, la direction de l'établissement lui demande de changer de boutique. Quand le centre commercial vient me proposer un nouveau magasin, il est certain que je suis obligée de faire des emprunts puisque je quitte un magasin tout aménagé. Et là, on me propose un magasin brut de décoffrage avec simplement un mur. Martine change de boutique et au même moment, la franchise périclite. Elle cherche à changer d'activité. Et dans le cadre de cette recherche de nouvelles activités, le centre commercial a refusé, à chaque fois que je lui demandais de faire ou de vendre des pistaches ou de faire des pâtes ou autre, il a toujours refusé de me faire un nouveau bail. Devant ce refus, elle est obligée de déposer le bilan. Le centre commercial l'empêche ensuite de vendre son fonds de commerce, ce qui l'amène à la ruine. Ils ne m'ont pas laissé vendre mon fonds de commerce, comme ça leur permet de récupérer des locaux vides et de faire des affaires, de revendre à d'autres sociétés des fonds de commerce alors qu'ils l'ont acheté 0 francs. Une pratique courante pour tuer le commerce indépendant, franchisé ou non. Pendant le procès qui oppose Martine au centre commercial, les pièces à conviction disparaissent de son dossier. Dès lors, Martine se met à enquêter et découvre l'un des plus gros scandales politiques et sociétals qui sévit en France depuis plus de 30 ans. Les supermarchés étendent leur superficie illégalement sans permis de construire. Un exemple probant, c'est quand même le plus grand centre commercial de Vitrolles, où on est passé de 44 000 à 65 000 mètres carrés, avec des refus d'autorisation, des refus de permis de construire et des refus d'autorisation d'ouverture au public. Comme l'État ne fait rien, Martine seule décide d'attaquer les géants de la grande distribution. Et elle gagne ses procès. Il ne se passe rien, il reste ouvert, il redemande des régularisations et les élus, c'est carrément un déni de justice parce que les décisions de justice, que ce soit les élus ou la grande distribution, tout le monde s'en moque. Concrètement, que représenterait le paiement des amendes pour toutes ces exploitations de surfaces illicites? Les surfaces illicites représentent des milliards d'amendes qui n'ont jamais été recherchées par les gouvernements successifs. Personne ne veut aller sur le paiement des amendes. Parce qu'il y a toujours quelqu'un à remercier. Avant la loi LME, on aurait pu chiffrer à 418 milliards d'euros d'amendes non perçues par l'État. Ce scandale n'est pas près d'être étouffé, car Martine et son mari Claude continuent de se battre.
Les centaines de dossiers et les milliers de documents à charge qu'ils ont accumulés sont cachés dans des entrepôts secrets comme celui-ci partout en France. Bon, un combat de titans. Bah, le pot de terre contre le pot de fer, c'est vraiment ce qu'il en est. Alors, non, en deux mots. Ça, c'est de la transition. En deux mots, Moi, je veux rien dire. En deux mots pour expliquer. Non, ce qu'il en est, les groupes de la grande distribution demandent une autorisation à permis de construire, construisent sur un emplacement le centre commercial. Ensuite, dans les années qui suivent, finalement, ils s'agrandissent sans demander d'autorisation et quand ils déposent des demandes de permis de construire, elles leur sont refusées, mais ils construisent quand même. Donc, on a le cas dans plusieurs villes, comme par exemple Châteauneuf-les-Martigues, où le centre commercial a construit avec 4500 m² autorisés, et en 15 ans plus tard, l'endroit fait 8500 m². Voilà. Et ça, c'est partout en France. Ça ne s'arrête pas et ça touche tous les groupes de grande distribution. Alors la vraie question à se poser, c'est pourquoi les pouvoirs publics ne font rien? Pourquoi les gouvernements successifs ne font rien alors que les groupes de grande distribution sont condamnés grâce à des gens comme Martine Denette qui leur fait des procès? Et donc les procès sont tous gagnés et effectivement avant la loi LME, ce qui était dit dans le sujet, tous ces groupes devraient à la France 418 milliards d'euros, ce qui est énorme. Aujourd'hui, on demande aux Français de faire un effort de guerre pour pouvoir sortir de la crise, mais 1/10 de cette somme et les Français sortent de la crise. Donc voilà, il y a des vraies questions à se poser. En particulier, il annexe un terrain et il fait une construction, il demande de démolir. C'est l'horreur, c'est tout ce qu'on veut. Là, voilà, un député la semaine dernière à qui je posais la question me disait, écoutez, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Pendant énormément d'années, sûrement encore, les groupes de la grande distribution ont financé les campagnes politiques et les partis politiques. Alors, une caméra cachée avant de prendre Martine Denette en ligne qui nous attend. Alors, une caméra cachée parce qu'il y a une chose très importante, c'est que quand vous allez dans un centre commercial, il y a une station-service. Et cette station-service, pour qu'elle puisse exister, il faut des cuves de fuel ou d'essence. Et très souvent, elles sont installées sous terre en dehors de toute norme écologique. Ou alors quand vous trouvez des bonbonnes de gaz posées là, effectivement elles ne sont pas dans le respect de tout ce que l'écologie impose. Et là je vous emmène en caméra cachée à Marignane où l'exemple est frappant. Les géants de la grande distribution continuent de construire, en dépit de toutes les règles de sécurité environnementale et des interdictions administratives. Voilà, donc on est sur le pont de la Canière. C'est en zone inondable fort, des aléas forts, où il doit y avoir un recul de 20 mètres de part et d'autre. Or, là, il a stocké ses bouteilles de gaz. Là, on voit absolument qu'il n'y a pas les 20 mètres. Parce qu'il y a 5-10, il n'a même pas respecté 10 mètres de recul. Là, en dessous, là, vous avez 2 cuves de 200 mètres cubes d'hydrocarbures dans lequel il ne doit pas y avoir non plus de stockage sur une zone inondable. Parce que automatiquement, ça déborde et ça repartirait dans la Canière et dans l'étang de Berre. Voilà, c'est les grilles d'approvisionnement. Voilà, donc scandale en termes d'environnement, scandale financier. Martine Denette, vous êtes avec nous. Oui. Vous vous battez, merci d'être là, hein, et bravo pour ce combat, puisque vous vous battez contre les dérives de la grande distribution. Depuis 1994, vous avez gagné tous vos procès. Est-ce que vous avez reçu des menaces? Eh bien, les menaces, c'était au quotidien, hein, puisque déjà le préfet m'a supprimé mon RMI pendant déjà 2 ans. Après, bon, les menaces téléphoniques, c'était les impôts, la sécurité sociale. Bon, on ne savait pas qui était au bout du fil, hein, mais en fait, c'était toujours des menaces. Après, on a eu des détectives privés qui nous suivaient partout. On avait des sentinelles là où on habitait, là où on couchait. Si on n'avait pas eu nos adhérents pour nous soutenir, je pense qu'on aurait baissé les bras, c'est sûr. Alors, est-ce que vous avez le sentiment quand même que votre combat isolé fait avancer les choses, même si l'État apparemment ne paie pas ses dettes? Enfin non, ne réclame pas son dû. C'est-à-dire ne réclame pas aux entreprises, de la grande distribution. Ce à quoi elles ont été condamnées. C'est-à-dire le chiffre,
Rappelez-nous. Alors, avant la loi LME, on estime à 418 milliards, mais même sans aller sur ce chiffre complètement astronomique, ce qu'ils pourraient récupérer est énorme. C'est gigantesque. Surtout, partons de crise. Alors pourquoi? Vous en êtes où alors, Martine? Eh bien, on a été reçus par la conseillère du ministre dernièrement, puisque c'était le 10 janvier. On nous a dit clairement qu'il n'y avait pas ni les personnes, ni les moyens pour aller chercher les fraudes. Alors que les fraudes paieraient largement les personnes habilitées à contrôler. C'est vraiment la langue de bois. Alors, où en est votre combat aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, il faut revenir quand même que sur les procédures que nous avons gagnées, à chaque fois qu'on gagne quelque chose, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent la loi et ils suppriment les commissions. Il y avait des commissions de consommateurs, ils ont supprimé les commissions de consommateurs. Aujourd'hui, on n'est plus qu'avec des décisions purement politiques. Donc, c'est comme si aujourd'hui, il n'y a plus du tout de bandes, ils ont supprimé toutes les bandes. C'est comme si aujourd'hui on supprimait la limitation de vitesse du code de la route, ou si on supprimait le taux d'alcoolémie. Alors comment on peut vous venir en aide? Nous, évidemment, on met en lumière votre combat, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus, nous, en tant que consommateurs? Eh bien, chez les consommateurs, c'est simple. Pendant une semaine, ils n'iraient plus aux hypermarchés. Tout de suite, ça serait l'alerte rouge. Et le ministre serait bien obligé de dire il se passe quelque chose. Allons vérifier tout ce qui est illégal. Ce qui est très important de souligner, c'est que le fait d'étendre les surfaces, ça asphyxie le commerce dans le centre des villes. Et comme par hasard aujourd'hui, maintenant que les commerces dans le centre des villes ont disparu, qui vient planter ces commerces? La grande distribution, en faisant des X-market ou des ceci, cela, voilà, en nous disant vive le commerce de proximité. On suivra ce combat. David, on va souhaiter bon courage à Martine. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie beaucoup et je remercie nos adhérents qui nous soutiennent. Voilà, oui, parce que Martine fait partie de l'association. Non, juste pour finir, dans ce dossier, il y a tout, et je pense que c'est un sujet qui pourrait être pris dans Envoyé spécial et qui pourrait être développé. Voilà. Parce que je travaille avec vous, Sophie, je suis très bien. Allez leur proposer. En tout cas, c'est un sujet passionnant. Alexandre, des réactions? Oui, juste une rapide. Chantal de Boulogne va se faire le porte-parole de tout ce qu'on a dit au standard. Elle dit dans les grandes surfaces, il y a tellement de grandes distributions qu'on n'a pas besoin de se déplacer une seule fois. Enfin, on se déplace une seule fois, contrairement aux petits commerces. Marché, je peux acheter de la nourriture, mais aussi des livres, des CD, et puis les petits commerçants sont plus chers. Voilà ce qui se dit au standard. Les préfets ne vont absolument pas chercher les astreintes, puisque c'est 150 € par mètre carré par jour d'infraction, et les préfets ne veulent pas aller chercher les astreintes. Voilà. Donc les procédures, on gagne les procédures, donc ils n'ont plus l'autorisation, mais ils continuent à rester ouverts en toute impunité. D'accord, merci Martine. Merci pour votre combat. Franchement, vous êtes gilet jaune avant l'heure, c'est génial. C'est quand même que grâce à la télévision d'État, on a pu dénoncer tout cela. Mais on ne peut pas remercier les grandes enseignes, les grands journaux nationaux, car de 1999 à 2012, tant qu'on tapait, on donnait tout ce qu'on a donné sur les malversations de la grande distribution, ça allait. Et depuis 2012, on dénonce les pratiques du gouvernement. Là, on n'a plus de journaux nationaux qui nous soutiennent, il faut le dire. Voilà. Là, ça devient de plus en plus grave, parce que vous savez, vous avez tous connaissance de ces grands trusts, ils sont tous liés à la grande distribution. On ne peut plus s'exprimer. Voilà, c'est très grave. Mais vraiment là, une situation très, très grave. Est-ce que vous dites aussi pour Mediapart? Est-ce que ce que vous dites de la situation de la presse vaut aussi pour Mediapart? La même chose, madame. Ah bon? 4 fois dossier Mediapart. Par contre, les journaux régionaux ne sont pas défavorables. Les journaux régionaux, dans l'ensemble, ne sont pas défavorables.
chaque fois qu'on dénonce localement une chose, il le publie quand même. Et c'est les journaux nationaux. Et là, on a la preuve, si vous voulez la voir, on peut vous la soumettre. Le Canard, il a été formidable, c'est lui-même qui nous a aidé à lancer l'association. Il a fait 7 publications, plus une grosse publication, 17 pages en 2012, je crois. Vraiment intéressant. Et puis aujourd'hui, bon, quand on donne l'explication, parce qu'on a toutes les explications qu'on va tout à l'heure vous dire, eh bien là c'est fini, on ne passe plus. On ne veut pas parler que l'État n'encaisse pas volontairement ces 418 milliards. Nous avons une compétition qui a eu 91 500 ce matin pétitionnaires. Tous les gens qui gouvernent aujourd'hui sont au courant de la situation. Tous. On en reparlera tout à l'heure. C'est très très grave ce qui se passe. Très grave. On n'est plus dans une république. Ça c'est sûr. Bien, je crois qu'on va passer deux petites vidéos parce que, comme je disais, Martine et Claude ont été gilets jaunes avant l'heure et donc automatiquement ils le sont toujours aujourd'hui. Ils sont allés rejoindre et visiter des gilets jaunes, je ne sais plus où ça, à Marignane, c'est ça ? Sur le plateau de pièces à conviction, Renaud Dutreil, ministre des PME et du Commerce, Jean-Paul Charrier, député UMP, spécialiste des dossiers de la grande distribution. Monsieur le ministre, l'explication des astreintes. Dans ce reportage, qui découvert que les propriétaires de supermarchés ou d'hypermarchés avaient une vraie tendance à prendre des libertés avec les mètres carrés. Est-ce que c'est pas une autre façon de contourner la loi? Alors moi, je suis assez préoccupé par ce problème et donc j'envisage une modification de la loi qui permettrait, lorsqu'il y a des mètres carrés qui ont été construits illégitimement, illégalement, qu'on crée une procédure de sanction administrative entre les mains du préfet. Parce qu'aujourd'hui, il y a des sanctions judiciaires. Mais alors ça dure très longtemps. La justice de notre pays, elle n'est pas toujours extrêmement rapide. Tandis que si on pouvait avoir des sanctions administratives sous astreinte financière, le préfet prend une décision de fermeture de la surface illégale. Donc il ferme. Ouais. Et c'est sous astreinte, c'est-à-dire que si le commerçant qui a utilisé des mètres carrés illégaux continue à exercer son activité, chaque jour, il y a une astreinte qui tombe avec des ardoises très lourdes. Et bien à ce moment-là, je pense que ce serait beaucoup plus efficace. Ils changent les lois au fur et à mesure. Ça fait 4 fois qu'ils changent les lois, mais on en est toujours au même point. Là, on est en 2006. Toujours le même Martial Bourquin demande la parole. Alors là, c'est l'année dernière avec la loi Elan. Oui, je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Écoutez, ça sera plus une information à nos collègues. En travaillant pendant de longs mois sur ce dossier, on était effarés d'apprendre qu'il n'existe plus de contrôle du respect des autorisations commerciales. Depuis quelques années, la DGCCRF, qui était compétente, s'est totalement désengagée et les préfets sont incapables de faire appliquer la législation dans ce domaine. La conséquence, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de mètres carrés illégaux qui sont en ce moment exploités, en toute illégalité, entraînant des distorsions de concurrence considérables. Nous sommes face à une situation trop souvent rencontrée dans l'ensemble de la France. Des associations recensent tous ces mètres carrés illégaux et nous votons ici des lois qui ne sont pas appliquées. Nous votons des lois qui ne sont pas appliquées. Et il faut impérativement faire cesser ce scandale. Et là, c'est vers le gouvernement que je me tourne, Madame la Ministre, pour souligner que de son côté, il lui faut rapidement reconstituer des pôles de ressources pour procéder au contrôle nécessaire. On en parlait tout à l'heure des ABF.
On parlait certains services de l'État qui étaient complètement dans l'incapacité de remplir leur mission. Là, il s'agit d'infractions à la loi caractérisées qui ne sont pas punies, qui ne sont pas interdites d'être exploitées et qui se traduisent par des distorsions de concurrence. Madame la ministre, j'aimerais vous entendre sur cette question, en sachant que vous n'êtes pas seul responsable. Tous les gouvernements précédents sont responsables. Mais ça ne peut pas durer. Merci, chers collègues. Madame la ministre ne s'étant pas manifestée, je mets au voie l'article 16 qui est pour. Alors, là, qui est contre, qui s'abstient. L'article 16 est adopté. Alors là, c'est quand même important. On peut remercier un politique qui est très courageux, souvent il critique à juste titre, mais celui-là, avec notre dossier, s'est permis de dénoncer le système. Et on peut vous dire que quand il a eu nos dossiers, il a dit, Monsieur Dio, Madame Denette, on n'est pas dans une république, on est dans une république bananière. Lui-même l'a dit, il n'a pas dit à la chair, mais il me l'a dit. Il était vraiment, il découvrait, et tout ce qu'il a dit, c'est avec les dossiers. Là. Alors moi je le remercie. On l'a vu récemment, il y a une dizaine de jours, il nous a dit s'il y en a deux à rester, c'est vous et moi. Voilà. Donc alors tout le temps de la loi Elan, puisque on savait qu'il y avait... Tout le temps de la loi Elan qui a duré quand même plus d'1 an et demi, parce qu'il y avait d'abord la loi Osée, c'était pour la redynamisation des centres-villes et pour l'habitat, c'est-à-dire transformer les bureaux en logements. On a profité de cette loi pour aller voir les députés et les sénateurs. Donc on leur a expliqué qu'il y avait des surfaces illicites et qu'elles n'étaient jamais sanctionnées. Donc on a obtenu des sénateurs qu'ils sanctionnent les surfaces illicites, mais malheureusement, la commission mixte paritaire, par l'intermédiaire de Madame Estrosi Sassone, a retiré ce que les sénateurs avaient mis. Donc le travail d'1 an et demi a été foutu en l'air, et donc ils peuvent toujours exploiter des surfaces illicites et demander des régularisations en toute impunité. On passe à la suivante. Vous saurez tout sur les surfaces illicites. Des dossiers qui font trembler la grande distribution dans un box tenu secret. Depuis 25 ans, cette retraitée dénonce les infractions commises par les hyper et est devenue leur bête noire. Sur la région PACA, ces infractions représenteraient 418 milliards d'euros non perçus par l'État. On se doute bien qu'avec ces 418 milliards, ça réglerait pas mal de problèmes, entre autres de baisser les charges des commerçants et des artisans qui subissent à la fois la concurrence déloyale de la grande distribution et qui ont des charges trop élevées pour pouvoir vivre. Commerçante, elle a perdu sa boutique de laine, chassée par Carrefour qui souhaitait s'agrandir. Ils n'ont pas déclaré... Depuis, elle défend ses pairs contre les grandes surfaces qui, selon elle, s'étendent sans permis en règle, tandis que les pouvoirs publics ferment les yeux. Auchan, Carrefour, Leclerc, Super U, Martine a attaqué tous ces groupes et est devenue experte en droit commercial. Mais les victoires en justice ne sont pas toujours au rendez-vous. Et aujourd'hui, elle voit un espoir dans le mouvement social qui secoue la France. Ce qu'on défend avec les Gilets jaunes, c'est surtout l'injustice. Nous ne sommes plus dans un état de droit. On voit bien que les lois, elles sont faites par les lobbies, alors qu'elles devraient être faites pour l'intérêt général. Et là, on aimerait bien justement que notre président de la République vérifie que toutes les lois sont bien faites dans l'intérêt général pour tous ses citoyens. Les commerçants sont peu présents sur les ronds-points. Période festive oblige. Alors Martine et son mari ont décidé de les représenter. Que si on allait chercher les 418 milliards, il y aurait moins de malheureux. De toute façon, les revendications, je trouve qu'on a pour grand-chose. Ils sont là depuis le 17 novembre, ils n'arrêtent pas, ils n'ont jamais rien lâché. Et on les soutient parce que c'est des gens qui réclament leur pouvoir d'achat. C'est surtout ça. Et en même temps, ils font signer une pétition pour obtenir les référendums d'initiative citoyens. C'est hyper important.
parce que comme ça, on pourra contester les lois des lobbies qui justement nous martyrisent. Un référendum subversif qui fait désormais partie des principales revendications des Gilets jaunes. Courrier que nous avons envoyé à Monsieur le Président de la République, nous n'avons toujours pas de réponse. On est venu les chercher une deuxième fois et il n'y a personne. Donc personne n'est venu nous apporter la réponse. Pourquoi on ne va pas chercher les fraudes de la grande distribution et surtout pourquoi on n'applique pas la directive européenne service qui justement dit qu'il faut lutter contre les fraudes. Alors maintenant on est presque un an après la conférence. Qu'est-ce qui a changé pour les 418 milliards? Alors ce qui a changé, c'est qu'on a réussi à mobiliser les sénateurs. On a des sénateurs qui ont posé une question, qui ont écrit dans la loi que personne ne pouvait se présenter avec des surfaces illicites pour demander une extension ou pour céder des surfaces illicites. Et la commission mixte paritaire l'a retiré. Ce qui veut dire que les surfaces illicites existantes sont toujours en toute impunité exploitées dans la totale illégalité. Alors, il y en a qui régularisent, puisqu'on est encore passé en CNAC pour plusieurs dossiers, qui ont été régularisés en toute impunité. Sachant que les Gilets jaunes réclament justement des baisses d'impôts et tout, ces 418 milliards pourraient largement subvenir aux revendications des Gilets jaunes. Et c'est pour ça que nous avons un Gilet jaune, parce que nous, on représente les commerçants et les artisans qui ne peuvent pas participer aux manifestations, mais qui sont aussi dans des situations très très difficiles. Qu'est-ce que vous demandez aux députés et aux sénateurs? Les députés et les sénateurs, qu'ils appliquent la directive européenne service. On est à 4-5 mois des élections européennes. On nous saoule avec ces élections européennes, mais on n'est pas fichu en France d'appliquer la directive européenne service. On a demandé des rendez-vous aux députés pour l'histoire du grand débat national. Et dans le grand débat, justement, on demande l'application de la directive européenne service pour aller contre les fraudes. Et on va continuer nos manifestations, c'est-à-dire d'aller afficher sur les vitrines fermées pour montrer que ce n'est pas de la faute des Gilets jaunes, mais bien des décisions des élus. Et on ne comprend pas que c'est les élus qui vont faire les débats, alors que bien souvent, c'est eux qui sont responsables de la détérioration des centres-villes. La somme de 418 milliards appartient aux citoyens. Rendez-vous sur antifranchise.com sur Facebook. Merci. Merci. On voit que l'État français ne contrôle pas les informations produites par Leclerc. Donc le Leclerc de Marignane avait sur ses parcelles le recul des 20 mètres. Là, on vous explique qu'on a dénoncé, ça fait depuis 2006 qu'on est sur ce dossier, on a dénoncé que Leclerc n'avait pas respecté le couloir de la Cadière, puisqu'il doit y avoir un recul de 20 mètres qu'on avait déjà vu dans le précédent reportage. Mais maintenant, ils ont réussi même à faire disparaître une zone rouge. Alors, je ne sais pas si vous voyez où ils en sont, mais si on ne bouge pas, je crois que c'est la fin des haricots. De l'axe de la Canière, et il y avait une partie de la zone NDI qui correspond au plan de prévention des risques. Donc, on voit bien que sur le plan de prévention des risques, la zone rouge est bien sur une partie des parcelles de Leclerc-Marignane. Donc Leclerc-Marignane, n'ayant pas respecté les règles du PLU et du PPRI, a pu faire un monstre qui a détruit tous les commerces du centre-ville. Et là maintenant, on voit bien à l'enquête publique, ils sont en train de déplacer le recul des 20 mètres pour que Leclerc ne soit pas poursuivi pour toutes ces infractions.
Donc on vous remercie, vous pouvez reconsulter tous nos dossiers sur entoutefranchise.com et comme... Donc il faut savoir que ça fait 5 fois qu'on voit le commissaire enquêteur sur ce dossier. Sur Marignane, quand Leclerc a ouvert, il y a eu 60 commerçants qui ont été mis en liquidation judiciaire. C'est Beyrouth. Il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de commerçants sur Marignane. Donc si on continue à les laisser faire, tricher dans les dossiers, tricher les plans de prévention des risques, même la zone inondable qu'ils font disparaître. Je ne sais pas si vous voyez à quel point où ils en sont arrivés. Tout ça avec la motivation d'occulter les infractions de Leclerc. Martine Denette, association en toute franchise de défense des commerçants et artisans. 20 ans d'enquête sur les pratiques scandaleuses de la grande distribution avec les complicités des élus. Nous dénonçons plus de 5 millions de mètres carrés de surface illicite représentant plus de 418 milliards d'euros d'infractions non perçues par l'État pour la seule région PACA. Monsieur le Président Macron, nous vous avons saisi, ainsi que Monsieur Christophe Castaner, Monsieur Bruno Le Maire, Monsieur François de Rugy et Monsieur Gérard Larcher, pour obtenir la transposition complète de la directive européenne Services pour faire respecter les droits fondamentaux des commerçants artisans et pour poursuivre les surfaces illicites. Monsieur le Président Macron, votre secrétaire, Monsieur Benjamin Griveaux, a dit non au moratoire et promet encore 930 000 m² de centres commerciaux supplémentaires pour l'année 2018. Pourtant, Monsieur le Président Macron, nous connaissons votre engagement pour l'Europe. Pourquoi ne pas faire appliquer la directive européenne Services qui permettrait de poursuivre les surfaces illicites et de faire revivre nos centres-villes? Chiche, Monsieur Macron, pour l'intérêt général, on y va? Pour les vidéos, c'est terminé. Oui. C'est bon là. Je pense que nous avons été éclairés. Après, vous avez des émissions avec d'Élise Lucet et de Pièces à conviction sur Internet. Enfin, ils n'arrêtent pas d'en parler. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce que vous avez subi de la part de l'État par rapport au RMI? Je crois que ça s'appelle du harcèlement en réseau. J'ai déjà entendu parler de ça. Est-ce que ça s'est limité à ça ou est-ce que vous avez plus de remboursement de santé? Vous avez des contrôles fiscaux? Comment ça s'est étendu? Est-ce que vous pouvez en parler surtout? Pour si ça arrive à d'autres personnes, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut, est-ce qu'on peut devenir vite dépressif, hein? Moi j'ai entendu les témoignages, c'est horrible, hein? Merci. Alors, sachant qu'on était complètement ruinés et qu'on avait besoin de soutien, parce que nous on a vécu en caravane pendant 14 ans quand même, hein? Donc ils nous ont pris, moi ils m'ont pris mon magasin, ma maison, ils ont tout pris. Donc il ne restait plus que mes pauvres. De toute manière, ils veulent vous pousser au suicide, hein, c'est évident. Alors on a fait appel, parce que on a d'abord demandé le dossier du refus du RMI, pardon. Et dans le dossier, il y avait encore des faux. Parce qu'ils ont dit que j'avais pas de carte d'identité. Enfin, ils ont tout dit que je n'avais pas de carte, de compte bancaire. Alors, je sais pas comment. C'est le préfet, hein. C'est le préfet le responsable. Ah, c'est le préfet. Il nous a accusés. Il nous a accusés d'avoir une... de faire partie d'un GIE. On avait créé un GIE pour être ensemble. Déjà là... Ils ont dit après qu'on n'habitait pas la caravane. Mais ce n'était que des mensonges. Des mensonges, des mensonges. Donc on a fait un recours auprès de la Commission nationale justement du RMI.
Et là, ils m'ont restitué mon RMI quand même. Et les sommes qu'ils m'avaient supprimées. Le préfet a été... Je voulais savoir, mais est-ce que vous avez mené le combat seul? Parce que je pense que c'est très difficile, voilà. Donc il n'y a pas d'organisme, d'assos qui peut s'occuper de ça. Parce que... Nous, depuis le départ, on se bat tous les deux, donc on a continué tous les deux. Il suffit de demander les dossiers quand on vous fait des crasses, comme ça, parce que j'appelle ça des crasses. Il faut demander comment c'est venu. Ils ont dit que j'avais une chatte, une petite chatte. Ils ont dit, mais de toute manière, c'était quelqu'un d'autre qui donnait à manger à la chatte. Donc j'ai fait faire un témoignage à la personne, mes voisins, pour dire non, Madame Donnette rentre bien à la caravane tous les soirs. Ce sont des gens assermentés qui ont C'est des démons. au sein même de l'organisme. Donc en général, tout est orchestré par la préfecture. Oui, ça venait de la préfecture. Oui, tout ce qu'on dénonce, c'est lié à la préfecture. Je voulais vous poser une question. Vous avez parlé de tout ça, qui veulent prendre maintenant le monopole au niveau des médicaments. Tout ça, évidemment, ça va nuire aussi aux pharmacies et pas à l'État. Qu'est-ce que vous en pensez? Heureusement, on a maintenant, quand on fait nos recours, parce que, si vous voulez, nous, on est sur l'urbanisme commercial. On ne s'est pas écarté sur justement les problèmes de corporation, mais maintenant, les syndicats, on a le syndicat du livre, on a le syndicat justement des pharmaciens, et ils nous aident déjà dans les recours contre les implantations de grandes surfaces. Et c'est pas nous qui nous occupons quand ça fait partie de la corporation, parce qu'on a déjà tellement de travail, ça serait pas nous éparpiller, mais donner une autre attention sur un autre sujet. Et il faut qu'on reste concentré sur les implantations, parce qu'on le voit bien, c'est à partir de là qu'ils prennent. Donc il faut bien que vous compreniez la différence entre les implantations et la concurrence déloyale. Alors, dans les implantations de grandes surfaces, il faut savoir qu'ils trichent dans les dossiers. C'est pour ça qu'on parlait avec le monsieur sur la directive européenne service. Je ne sais pas où il est, monsieur, je ne vois plus. Donc, nous, dans la directive européenne service, ils disent qu'ils doivent fournir des informations. Donc, ils amènent des gros dossiers, des gros boudins, dans lesquels ils amènent plein d'informations. Et la directive européenne service dit que l'État contrôle que toutes les informations fournies doivent être exactes. Or, c'est une vraie passoire. La préfecture laisse passer, même si ça ne respecte pas le plan local d'urbanisme, si ça ne respecte pas le SCOT, si ça ne respecte pas le plan de prévention des risques, ils s'en foutent. Ce sont des faux rapports, et ces faux rapports sont montés à la Commission nationale. Et après, la Cour d'appel, quand on fait les recours à la Cour d'appel ne veut pas prendre en compte nos arguments. Donc, le juge d'instruction ne veut pas prendre nos arguments, on porte plainte. Là, il a classé sans suite le dossier de Leclerc avec la zone rouge. Il a dit que la zone NDI, ça n'avait pas d'importance. Voilà. Ça n'intéressait que Madame Donnette. Voilà. Ça ne m'intéressait que Madame Donnette, le problème d'une suppression de zone rouge. C'est peut-être vrai, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui s'en préoccupent, peut-être. Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous avez eu vent de surface commerciale illicite dans le département des Alpes-Maritimes, et plus spécifiquement dans le bassin de Canois. Ah non. On est en cours avec le Conforama à Nice. Il a 2000 m² de surface illicite. Mais il faut savoir qu'on avait dénoncé en son temps le roi Merlin qui avait plus de 1500... Alors le roi Merlin de Nice, je parle. Il avait plus de 1500 m² de surface illicite, ça a été régularisé. Il avait 3000 m² de vente au déballage non autorisé. Il les a supprimés, pas d'infraction. Il y avait le Manéa. Alors le Manéa, par contre, c'était Mougins. Mougins. En Sartou. On a travaillé, mais vu le peu d'engouement des préfets, parce qu'on a vu même nous verser des cautions au procureur, à l'époque c'était monsieur de Montgolfier, ou Montgolfier, je sais pas pourquoi je m'ai allé, de Montgolfier.
Alors après, on vient voir, on est allé voir. Après, on était étonné qu'il n'y avait rien. Qu'il n'y avait toujours pas, que les surfaces illicites étaient toujours ouvertes et qu'il n'y avait rien. On a demandé, et la personne nous a dit, mais attendez, il n'a même pas ouvert le chèque de l'exploitation. On a toujours la lettre recommandée. Ils ne veulent pas y aller. Donc, il y a toujours un prétexte. Pire encore, dans la procédure, pire encore, dans la procédure qu'on a fait contre Carrefour Pétrole, là où on a été ruiné, le procureur a fait des faux. Madame Michel, si elle est dans la salle, elle lève le doigt. Madame Michel a fait des faux, vraiment authentiques faux, si vous voulez le voir, il est là, en donnant, en inversant les dates d'achèvement de travaux. Donc ça existe, on n'est plus en République. Qui viennent, on les attend, on aimerait qu'ils viennent nous voir. Bonjour à tous, moi je suis là parce que j'ai travaillé pour la grande distribution ici localement. J'avais une entreprise de services en informatique entre 2005 et 2009. Et vous demandiez des exemples locaux, sans aller bien loin. Moi j'ai travaillé pour le groupe Casino. Donc ici ils ont implanté des Franprix et des Leader Price. Sans aller bien loin, quand vous êtes à Cannes là, et que vous vous dirigez vers la Boca, il y a un Leader Price ou un Franprix là, qui est à l'angle. Si vous consultez les documents, la déclaration est totalement fausse. Moi, je vais vous expliquer comment ça fonctionnait. Alors, c'était des petites surfaces commerciales. C'était tout simple. En fait, on avait une réglementation qui nous disait que la surface ne devait pas faire plus de 400 mètres carrés. L'architecte dessinait un trait rouge au milieu du plan, ou un rectangle rouge, ou un cercle rouge qui représentait les 400 mètres carrés. Voilà. Alors on savait très bien que si vous allez sur ce Leader Price, il est aménagé dans la totalité de la surface disponible. Mais effectivement, si vous regardez sur la déclaration, il y a tout simplement la moitié de la surface donc, qui correspond à ce cercle rouge qui est aménagé, et le reste qui est censé rester totalement vide. Donc vous êtes tous allés déjà dans des grandes surfaces, je peux vous assurer que toute la surface qu'ils ont, ils l'exploitent. Et effectivement, ils prennent ce parti. Il faut bien comprendre qu'il y a des enjeux financiers colossaux derrière et que c'est des gens qui systématiquement contournent la loi, tout simplement parce que ça leur apporte plus d'argent. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. C'est des gens qui sont très bien défendus, qui sont très bien renseignés, qui savent très bien faire du chantage auprès des hommes politiques, parce que si demain un préfet va demander quoi que ce soit à une grande surface, la seule chose qu'on va lui répondre, c'est un chantage à l'emploi. Les gens vont lui dire, c'est pas un souci, vous pensez qu'on a contourné la loi, nous on n'est pas de cet avis, mais si effectivement vous faites une astreinte, une fermeture administrative, vous allez mettre 10, 50, 100, 200 personnes sur le carreau. Il faut bien comprendre que ces gens-là, ils ont une puissance financière colossale. Aujourd'hui, pour vous et moi, la seule chose qu'on peut faire, c'est les boycotter. Je vous le dis franchement. Voilà. En dehors de ça, moi j'ai une question un peu indiscrète. Vous dites que vous vous battez depuis des années. Est-ce que vous pourriez faire une estimation de ce que ça vous a coûté, ou des frais d'avocat, ou des frais de procédure que vous avez engagés depuis tout ce temps contre la grande distribution? Notre association, déjà, elle a un budget de 80 000 € par an pour les avocats, déjà. Ça, c'est pour les projets. C'est-à-dire qu'on attaque les projets. Et après, concernant les surfaces illicites, c'est pour ça qu'on n'en fait pas beaucoup, parce que, par exemple, le Leclerc de Marignane, on en est à 44 000 €. Parce que c'est nous qui avons la charge de faire les expertises. Voilà, c'est bien là que je voulais en venir. C'est que il faut bien se rendre compte que la justice en France, elle a un coût. Et que pour démarrer une procédure, comme vous le dites très bien, il faut engager des experts, il faut engager des avocats. Et que quand on disait tout à l'heure, c'est le pot de fer contre le pot de terre, vous imaginez bien la disproportion de moyens qu'il peut y avoir entre une association locale ou même nationale et une multinationale qui contourne les lois et qui de toute façon est en fiscalité négative. Donc imaginez bien que eux, les dépenses de frais d'avocat, les dépenses de relationnel, etc.,
c'est pas un budget sur lequel ils vont rogner. Ils ont les moyens de se défendre. Et chaque jour qui passe, leurs grandes surfaces sont ouvertes et font du chiffre d'affaires. Il y a un chiffre d'affaires phénoménal. Et ça les légitime dans ces actions. Ils ont pris depuis des dizaines d'années l'optique de dire on contourne les lois parce que c'est comme ça qu'on gagne le plus d'argent. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Monsieur Édouard Leclerc, lui, il ne contourne pas la loi, il s'assied dessus. C'est lui qui le dit. Et puis en République, là aussi. Parce que, moi, si... Oui, bonjour madame, bonjour messieurs. Je suis membre de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen. Et j'ai été très intéressé par le sujet, parce que quand vous dites on nous taxe de toutes parts, c'est-à-dire que chacun d'ici paye pour ceux qui ne payent pas. Mais j'éprouve la force de votre combat. Et ce qu'il y a, je trouve une certaine fragilité. Vous savez qu'au niveau juridique, il faut avoir un intérêt pour agir. Et les tribunaux administratifs sont extrêmement chatouilleux sur l'intérêt à agir. Et d'autre part, le deuxième point difficile, c'est que derrière ces grandes surfaces, derrière les enseignes commerciales, se cachent des foncières, grosses sociétés foncières. Monsieur a cité une société, une enseigne possédée par monsieur Noiry par manière d'une foncière. Et ces foncières sont extrêmement puissantes en France, parce que toutes ces foncières, vous connaissez les rumeurs, dans la banlieue parisienne, ces foncières alimentaient les partis politiques. Alors, est-ce que vous avez pris conscience de cette difficulté, comme soulignait monsieur? Bien sûr, hein, ça fait 24 ans. Ça fait 24 ans. Alors les difficultés, on les a toutes vues, toutes... Mais à ce moment-là, il faut supprimer les lois. C'est ça. Et nous, on a toujours dit, de toute manière, tant que le peuple ne se soulève pas, nous n'y arriverons pas. Et les gilets jaunes, c'est une opportunité. Parce que les gilets jaunes ont faim. Nous, depuis le temps qu'on voit, à chaque fois qu'on fait des manifestations devant les hypermarchés, parce qu'ils ouvrent illégalement, on a les consommateurs qui nous roulent dessus. C'est nous qui sommes obligés de nous pousser, parce que quand ils ouvrent illégalement, la première chose qu'ils font l'essence à prix coûtant. Et un automobiliste à prix coûtant, mais c'est un vrai dingue. Il n'en a rien à foutre qu'il est sur une zone rouge, une zone bleue, une zone blanche, du moment qu'il a son essence à prix coûtant. Donc c'est un éveil. C'est pour ça que je suis bien contente d'avoir rencontré Sophie et d'autres gilets jaunes. C'est l'éveil. Tant que les gens ne se réveillent pas, parce que là vous avez un problème d'infractions qui ne sont pas, mais après la pollution, il y a 54 000 cancers de plus par an de vie, vous avez 48 000 morts de pollution de l'air parce que les gens prennent leur voiture pour aller au supermarché parce qu'on n'avait pas besoin de tant de voitures auparavant. Donc toutes les conséquences, moi je ne suis pas qualifiée et je n'ai pas le temps d'avoir des experts pour réunir tous les inconvénients. Ils ont volé les terres fertiles, ils ont pollué, ils ont désertifié les centres-villes. Mais attendez, c'est une vraie catastrophe, la grande distribution. C'est le premier de toutes les conséquences qu'on a derrière. Parce que si nous ne faisions pas manger de la merde, on ne serait peut-être pas obligé de manger tant de médicaments. Voilà. Donc, tant qu'on n'aura pas quelqu'un qui se met... Enfin, quelqu'un, je pense qu'il ne faut pas quelqu'un, qu'il faut un groupe de personnes, et qu'on fasse le début et les conséquences, on n'y arrivera pas. Et puis après, les élus, vous parliez des autorisations, mais il faut savoir quand même, quand les maires signent des permis de construire frauduleux, mais eux, ils n'ont qu'à prendre dans les ressources des finances publiques pour se défendre, pendant que nous, c'est nos adhérents qui payent les procédures. Voilà, il y a un déséquilibre dans la justice, un déséquilibre dans les droits de recours. Ils ne font que des lois pour vous interdire d'aller jusqu'au bout des procédures. Donc c'est bien un éveil de la population. À chaque fois que vous rentrez dans un hyper, il devrait y avoir plein de clignotants qui a dit, bon, qu'est-ce que je fais là-dedans? Ils me font bouffer de l'huile de palme, ils me font machin, les animaux sont malades. Non mais attendez, on marche complètement sur la tête. Hein. Comment? Ah bah oui, mais... Mais les gens, ils y rentrent beaucoup. Vous vouliez poser une question? Oui, bonsoir. Je suis Bernard, je fais partie d'un collectif qui s'appelle My Sophie Antipolis.
et on lutte contre l'installation probable et future de Open Sky, donc un wagon, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un grand centre commercial. Voilà. Donc déjà je voulais donner un élément d'information. J'ai vu qu'en CEDAC il y avait une autorisation pour 47 000 m². Et le permis de construire pour 60 000 m². Je voulais savoir, premier point, si c'est éventuellement quelque chose qu'on pouvait attaquer. Attaquer le permis de construire sur cette base-là, le fait que ce n'est pas en compatibilité avec l'autorisation CEDAC. Et la deuxième information, c'est que, la deuxième question plutôt, c'est sur la Côte d'Azur. Ici, on a 1 million d'habitants et on a déjà on aura 3 méga centres commerciaux, donc à 3000 polygones et Open Sky. Et je voulais savoir éventuellement si vous aviez peut-être des éléments d'information sur ce qui se passe à Polygone, si les commerçants de Polygone eux-mêmes, parce que nous ce qu'on soupçonne c'est que ces centres commerciaux ne sont pas de fait, non sont plus rentables, puisqu'il n'y a plus assez de fréquentation, il y a trop d'offres commerciales. Et je voulais savoir si à Polygone et Riviera il y avait des contacts qui pouvaient nous donner des informations sur ce sujet-là. Parce que comme ça. Alors personnellement je n'ai pas plus d'informations que vous, que ceux qu'il y a dans la presse. Il y a un gros turnover, parce que le problème des galeries marchandes, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est pas comme dans une rue commerciale, il y a un magasin qui va fermer, il va rester un an ouvert. Mais dans une galerie marchande, le magasin ferme, on vous met une barricade, et puis une semaine après, un autre magasin est là. Il faudrait voir, vous ne pouvez pas vous imaginer le turnover qu'il y a dans les galeries marchandes. Donc on ne sait pas, il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas d'information qui sort, c'est les immobilières. Hein. Les immobilières, le garde secret. Quand vous savez que de toute manière, il y a des centres commerciaux, enfin, beaucoup de beaux commerciaux, sur les beaux commerciaux, vous n'avez ni le numéro du permis de construire, ni le numéro de la CDAC. Il ou des beaux commerciaux, vous ne savez pas comment le bail commercial est loué. Donc si vous voulez, tout ça, c'est entretenu. Et c'est bien une conscience collective qui va nous permettre de se battre. Parce que c'est tout seul, nous on a fait énormément de procédures. Hein. On l'a dit, hein. On a gagné nos procédures quand on était avant la loi de modernisation de l'économie, puisqu'il y avait le critère de densité commerciale, c'est-à-dire que pour 1000 habitants, il fallait tant de mètres carrés. Donc c'était facile à faire, vous avez la zone de chalandise, le nombre de magasins et tout ça. Et il y avait le critère à l'emploi. Et on a fait les procédures en disant, quand il avait ouvert, il disait par exemple qu'ils allaient ouvrir 50 emplois, et puis à l'arrivée, il n'y en avait que 20. Donc c'était facile de faire annuler. Les procédures, ça durait 2 ans, 3 ans. On avait le temps d'avoir des éléments. Mais aujourd'hui, les procédures, elles vont tellement vite. 6 mois, 1 an, vous êtes déjà liquidé que vous n'avez pas pu apporter vos arguments. Donc pour le problème d'Open Sky, nous quand on s'en est occupé, toutes les autorisations avaient été délivrées, on était hors délai, et plus jamais je partirai sur un dossier qui est hors délai, parce que déjà quand on est dans les délais, c'est pas facile, et quand on est hors délai, c'est même pas la peine de commencer. Donc là, je ne sais pas si Donc en fait, en CEDAC, ils avaient une autorisation à 47 000 m². Oui, alors, je sais que Open Sky, c'était un dossier ancien quand même. Hein. C'est un dossier ancien. Alors, ce que nous avons gagné, nous, en 2014, donc c'est pour ça qu'il faut savoir les dates des autorisations. La CEDAC, c'est 2014, oui. Voilà. Je sais de quoi. Voilà. Donc, la directive européenne service imposait qu'il fallait, la directive européenne service, elle est de 2006, applicable en 2009. Et elle imposait une seule autorisation, c'est-à-dire le permis de construire, et que l'autorisation d'exploiter était un avis qui rentrait dans le permis de construire. Nous, on s'est battu pendant 6 ans pour obtenir la transposition sur cet élément-là. Et la loi Pinel impose aujourd'hui que le dossier de CDAC est identique à celui du permis de construire. Parce que c'est pareil, on a fait la démonstration. Par exemple, le Leclerc de Marignane, là, il a demandé 5000 m², il en a fait 19 000. Donc vous vous imaginez bien que quand on a une autorisation de 5000 et qu'on a une coque de 19 000 m², c'est qu'on va pousser les murs. Donc aujourd'hui, la loi Pinel interdit justement, il faut que le dossier qui est examiné par la CDAC est le même que celui du permis de construire pour justement éviter cet écueil. Mais c'est pas la date de quand?
2014, la loi Pinel. Le permis est 2016, la CEDAC est 2014, le permis est 2016. Oui, voilà, donc il n'a pas été... parce qu'en principe, dès qu'ils ont la CDMAC maintenant, puisque le dossier du permis de construire est tout examiné en même temps, les permis de construire sont délivrés rapidement. Alors juste, pour aller dans votre sens aussi, je me base sur d'autres sujets, hein, sur d'autres dossiers, etc., notamment des constructions, déforestation, etc. Et effectivement, je constate que les élus font ce qu'ils veulent, que c'est très difficile de se battre contre eux, que les associations n'ont pas du tout les mêmes moyens que les élus, hein, que les promoteurs immobiliers, et que c'est très très difficile de se battre sur le plan judiciaire, de récolter des fonds, etc. Donc maintenant, nous, ce qu'on fait, on se base sur le plan médiatique, on essaye via Facebook, les réseaux sociaux, etc. Cet après-midi, on a encore fait une action, donc aux 50 ans Sophie Antipolis, on a fait venir les médias, et on a fait on essaye de faire prendre conscience à la population des problèmes pour qu'ils interpellent les élus politiques. Et après, petit à petit, que ça rentre en fait dans la mentalité des gens de se poser des questions sur ce genre de choses. Et le souci, c'est si le permis de construire est signé et qu'il n'a pas été attaqué dans les délais, et si la CDAC, c'est pareil. Oui, ce dossier-là va passer, mais après, on espère que dans le futur, les élus prendront plus facilement en compte les aspirations des gens. On a réussi à arrêter d'autres projets. C'est pour ça qu'on est à fond pour le RIC, parce qu'il faut absolument qu'on dégomme toutes ces lois scélérates. Il n'y a pas d'autre solution, ils ne font ce qu'ils veulent. Dès qu'on gagne quelque chose, hop, ils changent la loi. Et c'est ça qu'il faut les arrêter. Très bien. Je voulais vous remercier en tout cas pour votre combat et votre engagement. Merci beaucoup. Oui, alors, moi j'ai une question, enfin, c'est une réflexion, il y a un truc qui me dérange un peu, pas par rapport à votre combat, mais personnellement, c'est la référence à la directive européenne sur les services. Je m'explique. Nous sommes un paquet de gens ici, je pense que vous serez d'accord, que l'Union européenne, en fait, elle favorise les multinationales, entre autres celles de la grande distribution. Et tout ce qui est ces grandes entreprises qui nous escroquent, faut dire, voilà, l'Union européenne organise la fraude fiscale, etc. etc. Moi, je suis quand même, je pense que de ce que vous racontez, le problème, il vient que les lois existantes ne sont pas appliquées, parce que les gens, ils n'ont pas le courage de le faire. On a des serviteurs de l'État, les préfets. Au-dessus, on a la hiérarchie du gouvernement, quand même, le préfet, c'est l'État. On a des élus qui n'ont pas le courage de s'opposer à des grandes multinationales et qui, pour dire, eh ben non, moi je ne vous signe pas le permis et allez vous faire voir. Donc on a une question, un problème de personne, donc un problème politique. Et moi je pense que la référence insister pour avoir une directive européenne qui soit transposée dans notre droit national, alors que cette même Union européenne, c'est ce qui favorise le business de ces gens-là, leur fraude. Et on ne peut pas compter sur l'Union européenne. C'est du blabla, ça. Je veux dire, je ne diminue pas votre combat, bien au contraire. Mais je pense que c'est se tromper de ma vision, de ce que j'en ressens, de ce que je réfléchis aussi dessus. Je pense que c'est se tromper d'armes. On ne peut rien attendre de l'Union européenne, et encore moins d'une transposition d'une directive dans notre droit national, sachant qu'elle ne sera pas appliquée, pas plus que le reste, alors qu'en fait notre problème, et c'est vrai qu'on en revient là effectivement à des choses beaucoup plus politiques comme le RIC, où en fin de compte, je ne dis pas qu'il faudrait qu'on n'ait pas dans les Faucon, mais c'est simplement, nous n'avons pas les bonnes personnes pour appliquer des lois d'un arsenal dont nous disposons déjà. Puisque vous dites que les lois ne sont pas appliquées, ça veut dire qu'elles sont existantes. Vous avez un sénateur qui a dit, on vote des lois, elles ne sont pas appliquées. Donc on a déjà un arsenal existant. Ne comptons pas sur l'Union européenne pour nous aider sur ce coup-là. Je pense que là c'est pas bon. L'Union européenne est faite justement, la véritable nature de l'Union européenne, elle est faite pour ces multinationales, entre autres de la grande distribution. Et là, on est vraiment sur un problème vraiment politique, mais vraiment archi-politique. On est vraiment sur ça. Merci. Concernant la directive européenne service, la directive européenne service, elle dit qu'elle ne porte pas préjudice aux droits fondamentaux. Et quand vous écoutez M. Benjamin Griveaux,
Il ne s'occupe pas des droits fondamentaux des commerçants, des artisans, voilà. Et il dit, il ne faut surtout pas embêter les droits fondamentaux de la grande distribution. Mais si devant, il avait 50 000 commerçants qui venaient planter devant son ministère à Bercy, et peut-être que ça changerait les choses. C'est parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas les possibilités qu'ils ont. Après, quand elle dit, la directive européenne service dit de lutter contre les fraudes. Mais nous, on réclame de lutter contre les fraudes. Mais c'est le seul moyen pour... on a le droit. Qu'est-ce qu'a fait le droit français? Il a dit, le préfet peut. Il peut aller contrôler. On a réussi avec les sénateurs, on a réussi, c'est que le préfet met en demeure. Mais combien d'années il nous a fallu? Et si moi j'avais eu 50 000 commerçants derrière moi, j'aurais peut-être gagné plus vite. Hein. Il y a de rapport de force, tout à fait. On est bien sur une question de rapport de force et non pas de directive. La directive, il ne faut pas imaginer, une fois transposée en droit national, elle ne sera pas s'appliquer. Quand vous n'avez plus rien dans le droit français. Non, mais c'est pas. Il y a un arsenal dans le droit français. Non. Mais regardez. On est bien quand même sur des personnes. Non, vous aviez dans la loi que les associations de l'environnement pouvaient faire un recours contre les autorisations d'exploitation commerciale. La loi Pinel a retiré le droit aux associations de l'environnement. La loi Elan, qu'est-ce qu'elle vient de faire? Elle vient d'imposer que les associations, pour pouvoir faire un recours, il faut qu'elles soient créées 1 an avant le dépôt du permis de construire. Vous avez 15 mois pour faire le recours. Mais la directive, elle leur demandait pas ça. C'est bien les Français. Quand vous avez au gouvernement un Benjamin Griveaux qui sort d'Unibail, Rochambeau, premier constructeur européen de centres commerciaux. D'accord? Quand vous avez après Madame Danone, moi j'appelle Madame Danone, la secrétaire là, au ministère du développement durable. Après, quand vous avez l'autre Madame je sais pas quoi là, qui sort des laboratoires pharmaceutiques, qui est au ministère Agnès Buzyn. Voilà. Dites Agnès Business. Je suis désolée. Transnationale. Voilà, c'est ceux qui sont en place qui sont en train de nous foutre la merde, c'est pas... C'est bien ce dont on parle, donc on est bien sur un problème politique avec des personnes, parce qu'à côté, l'Union Européenne, quand on parle de fraude, et ça c'en est une manifeste, 418 milliards d'euros, c'est quand même, on va dire, ils nous escroquent. Quand vous dites par exemple qu'ils prennent notre argent, c'est notre argent à nous, le truc c'est que je veux dire, l'Union Européenne organise à côté aussi la fraude fiscale à travers l'Union, etc., etc. Donc c'est tous ces gens-là, je pense qu'il ne faut pas compter sur eux, on ne doit compter que sur nous pour changer le personnel politique et des ministères qui n'ont pas de courage. Merci. J'interviens un petit peu tard, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, c'est vrai. Je dirais que c'est nécessaire, mais à mon humble avis, ce n'est pas tout à fait suffisant. Ce que je veux dire, c'est que l'Union européenne, elle a causé tout cela, oui, parce qu'elle a été fourvoyée. Au départ, c'était une très bonne idée pour la paix. Le problème, c'est qu'elle a introduit la guerre économique et notre ruine à tous. Bon. Elle a été fourvoyée par des formants des multinationales, leur lobby. Je suis entièrement d'accord avec vous tous. Mais l'Union européenne, elle a pour nous 2 cartes à jouer. C'est-à-dire que, je ne dis pas qu'il faut s'en remettre à l'Union européenne, évidemment pas. On va essayer de faire le ménage chez nous. Mais je pense que l'Union européenne peut nous apporter 2 points. D'abord, parce qu'ils ont déjà la proportionnelle. Et que si on vote pas trop mal aux européennes, un vote égale un élu, enfin bon, dans les proportions normales. Je veux dire que si certaines populations, je pense aux écologistes, parce que je vais revenir sur un exemple, si certaines populations en France ont, je dirais n'importe quoi, 1 million d'électeurs et que ça leur vaut 2 Pékins, alors que d'autres ont 3 millions d'électeurs et que ça leur vaut 20, 25, 40, 50 Pékins, ça n'est pas le cas dans l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne est actuellement le vote le plus utile que nous ayons parce qu'il y a la proportionnelle. Le deuxième point, c'est que l'Union européenne peut jouer ce que j'appellerais, faute de mieux, le rôle du tribunal de la honte. Je prends un petit exemple
d'une lutte qui a été gagnée par les écologistes, non pas français, mais regroupés de toute l'Union européenne. Il y avait une pratique commerciale pour enrichir des grosses industries, de la pêche, qui était la pêche électrique au chalut. Donc ça vous détruit les poissons, ça vous détruit les fonds marins. Si on les laisse faire, dans quelques temps, on aura de l'argent pour pêcher ce poisson. Bon, eh bien, ce sont les écologistes européens qui ont réussi à faire interdire cette pratique, ça vient d'être fait. Je prends cet exemple parce que c'est celui que j'ai en tête, c'est pas le plus probant ni le plus intéressant pour tout le monde, mais enfin moi je suis toujours partisane, non pas du ou bien, je préfère le et, parce que le et, ça vous permet de faire une bonne tenaille face à votre adversaire. Donc je pense qu'il ne faut pas mépriser ce que l'Union européenne peut nous apporter en termes de vote, en termes de tribune et en termes de honte et de condamnation de la France. Hein, ça peut être utile quand on ira voir nos élus de façon musclée. Merci. Merci Angela. On va passer à une dernière question avant de passer au sujet suivant. Bonsoir messieurs, dames. Ça fait 22 ans que je suis avec En Toute Franchise, donc je suis étonné, amusé, je sais pas, j'étais ancien artisan sur Nice. Je regrette, il me semblerait que Nice Matin est parti, je regrette. C'est vrai quand on nous poursuit pour 2,8 millions de pénalités avec certains grands groupes de meubles, etc. Là, c'est vrai que nous avons les honneurs de Nice Matin, mais il ne faut pas en parler puisque c'est derrière nous, soit me semble-t-il. Et le problème qu'on a avec la Côte d'Azur, c'est pour ça que quand monsieur a demandé les mètres carrés illégaux qu'il y a, etc., sur la côte, le problème c'est qu'on n'a pas vraiment le chiffre dans la mesure où on n'a pas assez d'adhérents efficaces et qui y croient et qui veulent se mouiller sur la Côte d'Azur. Donc je dirais qu'on est pire que Marignane, parce que c'est vrai que les premiers combats qu'on a fait, on les a fait pratiquement sur la côte. Moi je les ai connus en 98 je crois, hein, suite à des procédures qu'on avait contre la grande distribution. Mais le problème c'est qu'il faut éviter de partir, de dire tiens j'ai passé une bonne soirée, c'était intéressant, et en définitive personne n'adhère. Et c'est vrai qu'après on croit que son président d'association, tout ça, il va faire quelque chose, etc. Nous, la Chambre de commerce sur Nice, il y a quelques années, M. Zetoun nous avait dit mais en toute franchise, c'est à cause de vous qu'on a changé la loi. Et c'est vrai qu'on le voit, à chaque fois qu'ils ont réussi à faire des procédures qu'on a réussi à gagner, à chaque fois ils changent les lois. Et c'est vrai quand il y a eu la loi Osée, à un moment donné, Martine a cru qu'on avait une pépite dans les mains. Moi j'étais vachement sceptique parce que quand vous avez écouté le débat à l'Assemblée nationale, pour une fois que j'ai écouté, vous avez entendu que bon, ça on l'enlève, ça on l'enlève, ça on l'enlève. Alors le truc c'est vrai qu'il faut continuer à lutter, mais il faut que les gens adhèrent, il faut qu'ils y croient. Quand il y a eu des procédures contre les grands magasins de meubles, tout ça, ah ouais, on nous a soutenus, certains nous ont soutenus, mais alors, discrètement. Je sais que le commerçant, bon, il a des problèmes, il ne veut pas trop se montrer, etc. Bon, mais je veux dire, il faut adhérer, il faut qu'il y ait des adhérences sur la côte. Et sur la côte, bon, moi je connais la fédération qui me connaît comme un dinosaure aussi, hein, mais la CCI, ah ouais, on a passé des petits déjeuners avec la CCI. Hein. Bon, les petits déjeuners, mais moi je disais à Martine et Claude, mais attendez, ils vous invitent pour vous écouter, c'est tout, pour savoir ce que vous allez faire, c'est tout. C'est que pour ça, c'est tout. Donc, il faut qu'il y ait des adhérents, il faut qu'il y ait des personnes qui adhèrent, qui y croient, et il n'y a que les procédures qui peuvent arriver à changer les choses. Et dans le cas d'Open Sky, etc., c'est vrai qu'ils s'en sont un petit peu occupés à un moment donné, mais en définitive, il n'y a pas assez d'adhérents, et en définitive, il faut que les adhérents de la côte, des Alpes-Maritimes, reprennent le flambeau et y croient. Parce qu'autrement, je veux dire, bon, quand elle nous entend l'autre jour, ouais, je vous le rends. Je l'entends derrière moi. Quand l'autre jour, ils nous ont envoyé une affiche sur le préfet du Rhône qui a régularisé une grande surface qui en définitive doit avoir une extension. Moi, je pose la question, on attaque le préfet ou quoi là? Parce que je veux dire, il faut arrêter là, je veux dire. On fait une procédure contre le préfet. Alors, là, c'est l'exemple précis. Bon, on n'est peut-être pas dans le secteur, mais je veux dire, si on n'attaque pas le préfet sur des irrégularités, je veux dire, je sais pas, ou c'est des magouilles, ou c'est la mafia, ou c'est quoi? Moi, j'en peux plus. Hein. On veut plus d'élus. Notre avocat a fait le recours parce qu'il y avait 2 erreurs de droit, parce que la procédure, elle commence le jour où on l'entame. Hein.
Et lui, il vient nous parler d'une procédure en 2019 alors qu'on a commencé en 2016. Donc voilà. Mais bon, c'est sûr qu'il faut continuer, mais c'est encore de l'argent. Et c'est pas le travail d'une association, c'est à l'État à respecter la loi, hein, c'est tout. Donc c'est pour ça qu'il faut des gilets jaunes et qu'on soit de plus en plus nombreux, que les gens, il ne faut pas qu'ils désespèrent et descendent dans la rue, parce que de toute manière, il n'y a que deux solutions, hein. Ou on gagne, et si on perd, si les gilets jaunes perdent, ça va être une vraie catastrophe pour tout le monde, hein, parce qu'ils vont encore nous serrer, mettre des caméras, des vidéoconférences, des vidéos et des vidéos de surveillance à tous les coins de rue, on ne pourra même plus aller chez son voisin, ils vont nous espionner, donc il faut garder le moral et continuer. Et on lâche rien, Martine. On lâche rien. Merci beaucoup, Martine. Angela, s'il vous plaît, si on s'interrompt de cette façon... J'ai emmené plusieurs ce soir, il y en a pas un qui est venu. Comment est-ce qu'on peut mobiliser les commerçants? C'était commerçant de trouver le moyen. Moi, je ne suis pas commerçante, mais le nerf de la guerre est là. Alors, je vais vous expliquer. Il n'y en a pas un ce soir. Les commerçants, je suis désolée qu'ils ne sont pas là parce que ça me fend le cœur à chaque fois. On fait des réunions pour les informer, ils ne sont pas là. Mais il faut savoir que les commerçants, depuis 40 ans, je parle des... Ils sont complètement démoralisés. Ils ont les charges les plus élevées de l'Europe, puisqu'ils sont à 65% de charges, ce ne sont quand même pas exagérés. Et ils subissent une concurrence déloyale de la grande distribution et d'Internet. Donc ils sont démoralisés. Je crois qu'il ne faut pas les lâcher. Et comment les mobiliser, mais madame? C'est pareil, à Marignane, on est 30 000 habitants. Quand on est 500 sur un rond-point, c'est quoi 500 sur un rond-point sur 30 000 habitants? C'est pareil. Il faut continuer avec ceux qui sont mobilisés. Et regardez tous ceux qui ont gagné une prime en fin d'année grâce aux Gilets jaunes. Toutes les sociétés qui ont donné des primes. 1000 €. Est-ce que ceux qui ont eu la prime ont remercié les Gilets jaunes? Ben, c'est la même chose. Hein. Merci. S'il vous plaît, on va devoir passer à la suite. Parce que nous avons... Non, c'est pas possible. Désolée. Parce que nous avons encore deux intervenants. Et c'est vrai que le sujet, on n'arrêterait pas d'en parler, mais on en reparlera. Vous aurez évidemment l'occasion. Vous pouvez tout simplement parler à la sortie, parce que malheureusement on doit rendre la salle à une heure précise, donc ça n'empêche pas de continuer après les discussions à l'extérieur. Donc, bien maintenant nous allons accueillir Lucien qui va venir nous parler, comme je vous disais tout à l'heure, des incohérences du CICE. Nous allons vous passer une toute petite vidéo de quelques minutes juste auparavant pour faire une petite intro. Voilà. Merci beaucoup. Français quand même, quel gâchis colossal. J'ai découvert le scandale un matin à la radio, je roulais dans mon berlingot. D'après un rapport de France Stratégie, le crédit impôt compétitivité emploi aurait permis de créer ou de sauvegarder 100 000 emplois. C'est le genre de calcul que j'aime bien faire dans ma tête. Ça fait passer le temps au volant. Allons-y ensemble. Le CICE coûte aux alentours de 20 milliards d'euros par an. Divisé par 100 000 emplois égale 200 000. J'avais mon collaborateur Vincent à côté de moi. Tu te rends compte? 200 000 euros par emploi par an? C'est pas possible. J'ai dû m'en mêler dans les zéros. Sur le siège passager, Vincent a vérifié sur son téléphone portable. C'est bien ça, 200 000 euros par an pour un emploi. Ça paraissait tellement incroyable, tellement délirant, tellement surréaliste. Je serais informaticien, là je fabriquerais un convertisseur de CICE. Vous entreriez le nom d'un métier, infirmier par exemple. C'est la débâcle dans les hôpitaux, on le sait tous. Les patients qui attendent des nuits aux urgences, d'autres où le personnel apporte son propre papier toilette, les établissements parisiens qui épuisent leurs salariés, bref, au bord de la crise de nerfs. Donc, embaucher les infirmiers, qui est contre?
C'est bien, ça fait 625 000 employés, 625 000 infirmiers, c'est 20 milliards de CICE. Mais vous avez raison, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Avec mon convertisseur, chacun pourrait se faire un mix. Ces embauches idéales, des accompagnants pour les enfants handicapés, des animateurs pour le périscolaire, des auxiliaires pour les personnes âgées, des inspecteurs du travail, et tout ça par centaines de milliers. Est-ce que vous saisissez maintenant l'énormité de ces 20 milliards? Et à qui va ce CICE? Pour moitié aux multinationales. Le premier bénéficiaire dans le privé, c'est Carrefour. Carrefour qui licencie 4500 caissières et autres employés. Carrefour qui reçoit néanmoins 130 millions de CICE. Crédit, impôt, compétitivité, emploi, emploi, emploi. Ça vous choque pas? Il n'y a qu'ici, on est les seuls dans ce pays que ça ne choque pas. Tous les experts vous le disent. Le crédit, impôt, compétitivité, emploi est une gabegie. Le comité de suivi de France Stratégie le dit. La Fédération Emploi du CNRS le dit. Le laboratoire interdisciplinaire des politiques publiques le dit. Toutes ces études conduisent à la même conclusion, à un effet quasi nul. Malgré ces rapports, ces études, ces évaluations, que décidez-vous? Que décidez-vous après la suppression de l'impôt sur la fortune? Que décidez-vous après la flat tax? Après les petites taxes? Après la baisse de l'impôt sur les sociétés? Vous décidez de poursuivre le CICE, de le pérenniser en allègement de charges et pour cette année même de le doubler. 40 milliards d'euros. 40 milliards d'euros, soit pour 2018, 12 fois le budget de l'agriculture, 14 fois le budget de la culture, 4 fois le budget de l'écologie. Mais vous êtes sourds. Vous êtes sourds aux faits. Vous êtes sourds aux Français. Vous êtes aveuglés par votre dogme. Ces chercheurs de France Stratégie, du CNRS, ces chercheurs devraient abandonner leur langue convenue et convenable. Ils devraient vous l'écrire en très grand, en clignotant et en klaxonnant. Gaspillage, gaspillage, gaspillage. Ou alors, comme Cyrano de Bergerac, qui devrait vous le déclamer. Généreux. Moi, si j'avais un tel magot dans ma besace, il faudrait sur le champ que je le partageasse. Curieux. Dites-moi, de quoi sert ce fabuleux pécule? Aimez-vous à ce point les très grandes fortunes que paternellement vous vous préoccupâtes de leur tendre ce chèque de 40 000 patates? Dramatique, orage, oh désespoir, c'est le peuple que l'on saigne, mais pour les millionnaires, quelle formidable aubaine. Agressif, le voilà donc, monsieur, votre pognon de dingue, pour que l'oligarchie fasse follement la bringue. 40 milliards donc. 40 milliards, et en même temps vous osez geler les pensions de retraite, en même temps vous osez geler les allocations familiales, en même temps vous osez geler les pensions d'invalidité. Sur eux, sur les familles pauvres, sur les personnes âgées, sur les personnes handicapées, sur eux vous vous rattrapez. Sur eux vous allez gratter 7 milliards, sur eux vous créez un effort budgétaire. Vous osez, bravo, chapeau. Victor Hugo écrivait: c'est de l'enfer des pauvres qui est fait le paradis des riches. Vous êtes le maître d'œuvre de cette injustice, vous êtes le bras armé de cette iniquité.